L'avancée avec Traoré, il met en évidence complètement qu'elle est, en termes de leadership, quelle devrait être la direction, la vision, et voilà ce dont votre soutien. Le patriotisme prévale, mais le patriotisme, la plupart du temps, ce sont les militaires qui arrivent à le mettre, à le respecter. Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Ces critiques sont acerbes vis-à-vis de la CEDEAO dont il a toujours souhaité la dissolution totale. Et les derniers développements par rapport à cette institution ne semblent pas lui donner tort. En effet, le président bissau-guinéen Umaru Embalo Sissoko, qui en 2023 était partisan d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger au nom de la démocratie, n'a pas hésité à expulser une délégation de cette même CEDEAO arrivée dans son pays pour un large consensus autour du calendrier électoral. Alors que se passe-t-il avec cette organisation sous-régionale? De quoi souffre-t-elle véritablement et quel est son avenir? Je reçois pour en parler le professeur David Asiba Johnson. Il est professeur des universités, ancien directeur à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en France, grand analyste et grand observateur de la vie politique en Afrique. Il est notre invité. Professeur Asiba Johnson, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Nous sommes très heureux de vous revoir après de longues semaines d'absence. Vous nous avez manqué. Absolument, c'est tout un honneur et une joie de vous retrouver parce que ça me manquait énormément parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. J'aurais souhaité donner mon avis parce que c'est un devoir que de le faire. Ce serait une lâcheté intellectuelle que de ne pas participer, donner un avis. Parce que le problème est beaucoup plus sérieux, est très sérieux dans ce sens que c'est un problème de survie du continent africain, de survie de la race noire à laquelle nous appartenons et qui a été la première à donner la civilisation, mais qui, par la suite, a été esclavagisée, néocolonisée. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Justement, nous sommes là pour parler de changement. Vous avez toujours souhaité la dissolution totale de la CEDEAO. Absolument. Et là, les derniers développements semblent vous donner raison. Oui, mais vous l'observez. On s'est bien rendu compte que c'était les forces extérieures qui dirigeaient cette institution. Et alors, lorsqu'il y a des événements qui se produisent, les membres ou les présidents de la CEDEAO refusent d'appliquer des règles c'est le cas effectivement de la Guinée-Bissau où on met en évidence qu'effectivement écoutez, il dit les règles c'est pour autrui, c'est pas pour moi. Et vous voyez que non, ce n'est pas sérieux. Je pense qu'il est nécessaire que nous revenions sur des bases fondamentales et qu'on crée des institutions qui répondent à une éthique, à une vision. Et c'est le cas de l'AES. Je serais très content de vous faire remarquer, l'AES est le cas, notamment du Burkina Faso. En l'espace de 2 ans, il y a une croissance de 19,8 à peu près 20% du PIB. Vous voyez? Donc le problème, c'est le problème de la vision. Et on revient encore sur ce dont je vous ai parlé. Et je vous disais qu'il n'y a pas de sortie de sous-développement sans la maîtrise de la science et de la technologie. Mais au préalable, il est nécessaire d'avoir une démarche stratégique. La démarche stratégique, c'est le management stratégique des nations. Dans le cadre du management stratégique des nations, le cadre conceptuel est d'identifier les acteurs qui interviennent avec de manière favorable, défavorable, mais également le cas des facteurs. Donc vous avez le problème de la souveraineté, vous avez le problème de la sécurité, vous avez les problèmes sociologiques, vous avez les problèmes technologiques, vous avez les problèmes économiques, vous avez les problèmes écologiques, vous avez les problèmes politiques et légaux. Et les leviers sont là. Voilà, absolument. Selon vous? Oui, absolument. Il faut juste les actionner. Il faut les actionner. Sur la question de la CEDEAO et dans le contexte actuel. On l'a vu, il y a quelques semaines, un nouveau président a été élu au Ghana. Et curieusement, il s'est donné comme mission d'aller convaincre, vous venez d'évoquer l'AES, les 3 chefs d'État rebelles, entre guillemets, de la sous-région, pour qu'ils reviennent au sein de la CEDEAO. Là, c'est fini, c'est mort, là, c'est terminé. Non, je ne pense pas que le chef de l'État ghanéen, c'était un accord de façade qu'il donnait à M. Alassane Ouattara. Ce qui l'intéressait le beaucoup plus, c'était d'aller négocier les opportunités économiques qui se présentent par rapport à l'AES
sauver son économie. Ah, il y a eu duplicité, on va dire. Une sorte ben, de duperie, on va dire, finalement. Non, je ne politique. Mais duplicité, qu'appelez-vous la duplicité? Je te promets d'aller les convaincre pour qu'ils reviennent et puis je négocie en catimini des accords pour moi. C'est pas très clair comme Non, je ne pense pas. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a émis des vœux. Ouais. Alors, vous savez que dans la tradition africaine, on respecte la seniorité, Oui, forcément, et que la proposition ou la suggestion lui est faite, il dit « je ferai de mon mieux ». Mais dans son fort intérieur, cette affaire-là, elle est complètement perdue, on le sait. Et d'ailleurs, il a reçu, le président Traoré a assisté je veux dire, à son investiture. Vous voyez bien qu'ils ont pu échanger. Et de là a résulté tout de suite qu'il y avait la nécessité de construire un train qui allait relayer ou relier, effectivement. Accra et Ouagadougou. Voilà, donc vous voyez que je ne crois pas que John Mahata ou le chef de l'État ghanéen était dans la posture de dire bon, je vais ramener l'AES dans. Mais c'est cuit, et d'ailleurs, c'est cuit, dites-vous. C'est cuit, et ce n'est même pas vivable. Ce n'est pas vivable. Ah, justement, vous le dites comme ça, mais on va avoir des présidentielles dans les semaines, dans les mois qui viennent en octobre 2025 pour la Côte d'Ivoire, en mars 2026 pour le Bénin. Comment on fait une élection crédible avec un arbitre contesté qui est rongé de l'intérieur? Si vous parlez le cas de la Côte d'Ivoire, moi, vous savez, il y a un problème qui me dérange énormément. Le néocolonialisme a introduit la nécessité de bafouer la démocratie dans nos pays. Je vous l'ai dit, quand on revient, il y a des coups d'État permanents. Regardez là encore dans le cas de la Côte d'Ivoire. À quel titre décide-t-on que Gbagbo ou certains candidats ne seront pas sur la liste électorale? Ils vous diront qu'il a été condamné et qu'il a perdu ses droits civils et politiques. C'est ça que la réponse officielle. Il n'a pas été dédouané quand il est parti justement à La Haye? Ah non, on lui a permis. Ah non, ce n'est pas les mêmes dossiers, vous diront-ils. Je tiens à vous rappeler quelque chose historiquement. Vous savez, lorsque Alassane Ouattara était en difficulté pour ses problèmes d'élection, il y a le chef de l'État du Ghana, de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, qui a demandé naturellement qu'on puisse faire un deal, permettre effectivement à Alassane Ouattara de se présenter. Gbagbo n'était pas contraint de le faire. C'est vrai, mais il l'a fait. Il l'a fait, par courtoisie. Alors, vous attirez mon attention. On doit rappeler certains faits, parce qu'il y a des dénommés Bourgui, il y a des dossiers qui s'explosent, on sait effectivement, qui disent carrément que les élections, que Ouattara n'a pas gagné les élections. Moi, ce qui me dérange chez les Africains, il va falloir qu'on soit très sérieux dans cette affaire. Pourquoi interdire que certains candidats ne devraient pas se présenter? Si on est réellement, on a la capacité, ou on est sûr qu'on a fait un travail correct, mais laisser les candidats se présenter, n'est-ce pas? On devrait revenir, c'est un problème fondamental, et qui est rampant au niveau du continent africain. Oui. Qui est rampant. C'est-à-dire on élimine des candidats pour pouvoir gagner des élections. C'est inadmissible. Ensuite aussi, lorsqu'on a les manettes du pouvoir, que fait-on de ces manettes du pouvoir? Que fait-on? Parce que si on partait avec des critères macroéconomiques ou des indicateurs de politique économique, industrielle, etc., et qu'on essayait d'évaluer chaque gouvernement par rapport à leur réalisation, vous allez voir que rien ne se produit. Rien ne se produit. Donc, il faudrait que l'Afrique reprenne conscience d'elle-même, parce qu'elle est exposée à disparaître. N'est-ce pas? Elle est exposée. Et je tiens à rappeler votre attention, quand le général François Lecointre dit, quoi qu'il en coûte, nous sommes à même de pouvoir revenir pour instaurer l'ordre précédemment établi. Voyez-vous qu'il est temps, peut-être que nous réfléchissions correctement à notre survie. Sinon, la situation actuelle fait le lit à cette éventualité. Absolument. Donc, nous avons parlé des présidentielles, il y en aura en Guinée également. Donc, Guinée, Côte d'Ivoire, Bénin et j'en passe. Il y a des craintes à avoir par rapport à ça quand l'arbitre, encore une fois, qu'est la CEDEAO,
perd toute crédibilité. Et Bénin, comment vous envisagez c'est quoi comme réforme? Qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme pour que cette institution regagne sa fiabilité et sa crédibilité de départ? Non, mais écoutez, moi je ne sais pas pourquoi vous persistez avec cette possibilité. Il faut creuser quand même. Il faut une organisation mais alors, à ce moment-là, qu'ils reviennent plutôt pour développer l'AES avec de nouvelles règles. Pour moi, c'est cuit. Ah, vous voulez oui, absolument. Que le reste de la CEDEAO rejoigne? Absolument, mais avec des critères bien définis. Bien sûr que c'est... Le Togo, votre pays, a effectivement indiqué il y a quelques jours la possibilité, en tout cas, le Togo laisse le champ ouvert, on va dire ça comme ça, à une adhésion prochaine à l'AES. Et vous pensez que c'est le mouvement que doivent suivre les autres pays? Non, c'est-à-dire que vous étiez en train de vous poser la question de savoir qu'il faut une institution qui serait soit le remplaçant, soit l'analogue de la CEDEAO. Oui. Donc, pour l'instant, il y a des difficultés, il faut regarder. L'AES est dirigé par des patriotes militaires. Donc, il y a le problème de définir des règles claires qui permettraient d'accueillir d'autres institutions ou d'autres nations par rapport à l'objectif défini par l'AES. Vous voyez? D'accord. Alors, non, si nous disons... Ce n'est pas une CEDEAO bis? Ah non, ce n'est pas une CEDEAO bis. Ça devrait dire, non, aucunement, prochaine fois, l'institution qui serait créée en substitution de la CEDEAO ne devrait permettre que des acteurs étrangers assistent, n'est-ce pas, à la définition des stratégies. C'est là que ça se joue. Absolument, parce qu'on est conditionné. La perte de crédibilité de la CEDEAO. Absolument, et mieux encore, il faudrait que l'Afrique se soumette et se prenne en charge. C'est-à-dire que quand vous prenez même jusqu'à l'Union africaine, ce sont des budgets qui sont financés, par des forces extérieures, par des nations extérieures qui dictent leur volonté. Donc, je dis tout simplement, abandon total de l'aide, suppression totale de l'aide. Au développement. Non, mais bien sûr, ce n'est pas de nécessité, mais puisque lorsqu'on fait l'analyse de cette aide-là, on montre effectivement qu'elle bénéficie beaucoup plus aux bénéficiaires, aux donateurs, que les récipiendaires. Il faut la passer en pertes et profits. L'Afrique doit pouvoir assumer le financement de ses institutions dans la totalité et dans une indépendance totale. Ça, c'est une règle qui devrait être introduite de facto. Et mieux encore, on doit nécessairement mettre en évidence que tout contrat ou toute décision par rapport à des nations, que les pays africains soient au courant du contenu du contrat. C'est absolument. Si, c'est qu'ils sont au courant, normalement. Oh non, ce sont les chefs d'État qui sont au courant. Le peuple, le Parlement n'est pas au courant. Quand on signe. De toute façon, quand le président a la majorité à l'Assemblée nationale, ça passe, de toute façon. Mais les institutions... Mais c'est intéressant ce que vous évoquez. Mais ce que vous êtes Il faut un travail législatif de qualité, voulez-vous dire. Absolument. C'est-à-dire, je suis en train d'envisager des barrières qui permettraient d'éviter ce qu'on peut appeler les free riders, des passagers clandestins qui ne respectent pas des lois, qui modifient les règles, etc., etc. Il y a tout un travail à faire à ce sujet-là. Il y a tout un travail à faire, oui, vous avez raison de le dire. On voit la CEDEAO est en difficulté et on se rend compte avec le cas sénégalais où, d'après le dernier rapport de la Cour des comptes, et d'après la mission du FMI qui séjourne en ce moment au Sénégal, le président Macky Sall a maquillé les comptes de l'État, a camouflé l'état réel de la dette à hauteur de 7 milliards de dollars, pas 7 milliards de francs CFA, 7 milliards de dollars, ce qui a amené le FMI aujourd'hui à couper toute coopération avec le Sénégal. Et on doit se demander, puisque vous êtes rompu aussi aux questions financières et monétaires, comment l'UEMOA peut-elle échouer à ce point dans ces mécanismes de contrôle de la réalité des finances publiques et des pays membres pour que le Sénégal ait réussi à tromper à ce point tout le monde? Comment c'est possible? Oui, vous voyez, quand on parle du patriotisme, j'ouvre une petite parenthèse. Allez-y, j'ouvre une petite parenthèse. Vous voyez très bien quand le président du Burkina Faso actuel, Traoré, la première chose qu'il a faite, il a dit « je renonce à mon salaire de chef d'État ». Il est aligné, il a conservé son salaire tout simplement d'officier militaire, etc. Vous voyez, donc le patriotisme est une chose fondamentale à rappeler. C'est une petite parenthèse.
que j'ouvre. Mais regardez, dans le cas de Macky Sall dont on parle, Oui. alors vous n'êtes pas censé ignorer que le gouvernement actuel a demandé au Maroc, naturellement, de l'extrader ou bien de le faire venir, etc. Donc, il y a des bruits qui courent, Oui. que même au niveau du Maroc, sa sécurité n'est pas établie, n'est pas acquise, et qu'en fait, des investissements, même lui-même qu'il aurait réalisés dans ce pays-là, ne sont pas ça. Donc, ça nous amène à la chose suivante. Oui. C'est que, est-ce que les Africains s'aiment ou se respectent? Lorsque vous avez des détournements de fonds, Oui. que vous allez investir ailleurs, n'est-ce pas? Alors que les taux de croissance potentiels les plus élevés, c'est au niveau du continent africain. Donc il est nécessaire qu'il y ait des institutions qui soient des institutions inclusives et efficaces. D'ailleurs, vous voyez très bien que le prix Nobel qui a été attribué l'année dernière à Acemoglu et consorts, c'était autour des institutions. Vous avez des institutions exclusives et des institutions inclusives, n'est-ce pas? Alors, le problème se pose au niveau des institutions inclusives, c'est de permettre à tous ce que je peux appeler les participants de la nation, ou bien les citoyens plus exactement, de pouvoir participer au jeu avec des règles qui soient correctement définies. Mais mieux encore, maintenant, si vous avez des institutions Oui. qui sont des institutions de régulation, qui théoriquement devraient être indépendantes, C'est ça. n'est-ce pas? Et qui ne soient pas en bisbille, s'il faut utiliser entre parenthèses un terme, avec le pouvoir actuel, eh bien, vous voyez, vous vous retrouvez dans des situations où on détourne des fonds et on se retrouve dans des économies mafieuses. La plupart des économies africaines sont des économies mafieuses. Vous êtes optimiste un peu? Absolument. Oui, oui, c'est très important. Alors, on parle de l'Afrique, sauf que l'Afrique est dans le monde. Et dernière question par rapport à la géopolitique actuelle. Le président américain arrive au pouvoir, il signe des décrets importants, il sort son pays de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, il commence une vraie politique d'expulsion des immigrés, il met de côté les Européens, il discute directement avec Poutine. Comment l'Afrique doit se positionner par rapport à ce bouleversement géopolitique qui est en train de se produire? Il y a tout un travail. C'est d'abord un travail qui est que nous soyons conscients de nos intérêts. C'est d'abord ce qui nous concerne, c'est nos intérêts. Parce que lorsque vous soulevez ce problème, vous savez que quand il s'est produit au niveau du Mali, l'Ukraine, n'est-ce pas, a participé, n'est-ce pas, à ce qu'on a pu appeler cet événement, etc. Vous voyez très bien que parfois, quand il y a des problèmes entre les nations elles-mêmes, nous subissons les jeux. Donc il est nécessaire, quand je vous ai dit le cadre conceptuel dont j'ai parlé de notre souveraineté, de la sécurité. Lorsque vous n'avez pas la sécurité, bon ben, vous êtes à la merci, en fait, d'une nation. Alors la question que vous êtes en train de me poser, que doit-on faire par rapport aux décisions effectivement. Nous devons accélérer le plus rapidement possible au niveau du continent africain, et notamment de l'Afrique noire, la nécessité de bâtir, n'est-ce pas, une fédération, n'est-ce pas, qui doit nous permettre de nous protéger. Alors, voilà, cette intégration-là doit se faire rapidement, n'est-ce pas, mais avec une fiche de feuille de route bien définie, mais également avec le problème des valeurs. Parce que vous voyez, il y a une duplicité où il y a des gens qui prétendent être un pied dedans, un pied dehors. Donc vous voyez, le problème, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est nécessaire que le patriotisme prévale. Mais le patriotisme, la plupart du temps, ce sont les militaires qui arrivent à le mettre, à le respecter. Tristement. Puisque d'ailleurs, si vous faites une analyse stratégique, pourquoi accélère-t-on la nécessité d'avoir des civils? Parce qu'ils sont rapidement corruptibles. Analysez, il faut savoir lire les choses. Hein? Lorsque le général Lecointre dit « nous allons remettre les institutions
Mais c'est parce qu'on peut manipuler rapidement les civils. Donc nous devons construire, bâtir. Bon, professeur, on a déjà fait l'expérience des militaires, ça n'a pas été probant, non? Non, je suis en train de Dans les années je vous 70, parle 80. du patriotisme. Oui, les bien militaires sûr, oui. qui étaient au... Il faut bien m'entendre, nous revenons là-dessus. Oui. Mais c'était des militaires qui étaient à la botte. D'accord. Non, mais il faut être sérieux. Ce qui m'amène, pour ne pas trop pérorer sur cette situation, pour dire, naturellement, vous avez des militaires qui ne sont pas patriotes. N'est-ce pas? Alors, regardez la posture ou l'avancée avec Traoré. Il met en évidence complètement quelle est, en termes de leadership, Merci. quelle devrait être la direction, la vision, et voilà ce dont on parle. Votre soutien, votre préférence pour les militaires, vous les cachez à peine. C'est noté. En tout cas, David Siba Johnson, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, ancien directeur à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en France, grand observateur, on le voit, de la vie politique sur le continent. Merci à vous, professeur. Merci. D'avoir été notre invité. Merci.